C'est quoi pour toi un Puy du Fou de gauche? Élise Lucet sur un cheval. Ah ouais, c'est pas mal. Karl Marx et Jean-Luc Mélenchon qui se parleraient, des hologrammes. Philippe Poutou qui crache du feu. Ah ouais, j'adore. Ah non, ça manque d'un seul truc. Ouais. Des guillotines. Ah, ce serait top après. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 29 janvier et aujourd'hui on va parler d'un nouveau projet de Pierre-Édouard Stérin. Mais si vous savez, c'est celui qui met tout son pognon pour que l'extrême droite arrive au pouvoir et que les idées réactionnaires gagnent du terrain. Avec son plan Périclès, Stérin infiltre tous les champs de la société pour façonner les esprits. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son idéal est loin d'être rassurant. Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne, des exemples d'actions extrêmement concrètes qu'on peut essayer de développer. Sur la natalité, c'est tout simple. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont jeunes, mariez-vous jeunes et faites un maximum de bébés. Aidez, si vous êtes déjà marié, déjà fiancé, aidez vos amis qui sont célibataires à rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est une action très concrète également qui leur permettra de former un couple. Diffuser une image positive de la famille, ça contribuera également à inciter tout un tas de personnes à fonder une famille demain. Alors, ce charmant personnage au charisme confidentiel et à la malice contagieuse aurait trouvé une nouvelle façon de parvenir à ses fins. Cette fois, c'est pas un média, pas une fondation, mais un parc de loisirs. Un genre de Puy du Fou bis dédié à l'histoire et à la culture française. Alors, c'est l'Humanité qui révèle le projet. Selon le quotidien, le milliardaire ambitionne, je cite, de permettre au plus grand nombre de Français d'apprendre l'histoire de leur pays de façon ludique et immersive. Une promesse plutôt familière, car au Puy du Fou, on n'apprend pas tant l'histoire qu'on la réécrit à coups de capes et d'épées et de chevaux au galop pour qu'elle épouse sagement le récit idéologique qu'on souhaite faire passer. Depuis des années d'ailleurs, des historiens dénoncent la fable historique vendue par la famille De Villiers en Vendée. Guillaume Mazot, spécialiste de la Révolution française, rappelle d'ailleurs que derrière son ambiance bon enfant, le parc de loisirs n'hésite pas à instrumentaliser l'histoire française à des fins politiques. D'autres historiens parlent plus franchement encore de révision de l'histoire de France et de celle de Vendée. Philippe de Villiers, quant à lui, ne s'en cache qu'à moitié et parle de combat culturel. Merci pour l'explication de texte, mais on avait compris. Stérin s'inspire donc des plus grands pour son nouveau projet de parc à thème. D'ailleurs, il a un petit peu pompé les idées au passage. Toujours d'après l'UMA, le milliardaire aimerait reprendre l'idée d'une parade et du spectacle vivant, donc comme en Vendée. La première serait consacrée à Vercingétorix, et puis au pire, si ça flop, il pourra toujours revendre les costumes au parc Astérix, c'est pratique. Et le second sera consacré, tenez-vous bien, à la guerre de 100 ans avec Jeanne d'Arc en vedette. Jeanne, au secours! Et puis on a aussi déjà une idée du parc en lui-même. Alors je vous fais une visite virtuelle, va falloir vous projeter un peu. Au milieu, il y a une reproduction de la Tour Eiffel avec des restos et des boutiques qui coûteront assurément une fortune, comme autour de la Vraie. C'est pour célébrer le French Art de Vivre. Et autour de tout ça, il y aura 4 univers historiques, les Gaulois, le Moyen-Âge, l'Ancien Régime et l'ère industrielle. Et là-dedans, vous aurez le droit à des personnages en costume qui se baladent un peu partout, façon Minnie et Mickey, mais aussi, et c'est plus surprenant, des lancers de haches qui sont vraisemblablement des incontournables de la culture française à toutes les époques. Et comme si ça ne suffisait pas, on vous promet des spectacles, un survol virtuel du pays, des gadgets en réalité augmentée et bien sûr des manèges, y compris des montagnes russes. Et d'ailleurs, j'ai bien envie de proposer ma petite contribution pour le parc de Stérin. Ça s'appellerait le Grand 8 républicain. On monterait dans des petits wagons à l'image de Retailleau, Pécresse ou encore Sarko. Et la hauteur des montagnes russes serait représentative de leur score aux élections. Alors on grimperait très haut au début,
Ça serait super impressionnant. Et puis ça finirait avec un tout petit dos d'âne à la fin, juste avant de rentrer au stand et de sortir du manège. Par contre, attention, quand on monte dans le wagon Sarko, il y a une chance sur deux de ne pas démarrer parce que ça, c'est quand il est en prison. Mais en compensation, il y a une Carla qui vous apporte une orange dans un panier. Voilà, je pense que ça pourrait cartonner dans le parc. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais revenons aux idées de Sterrin et compagnie. Il y aura une partie médiévale avec une petite touche bien à l'image du milliardaire puisqu'il veut, je cite, une déambulation dans un décor de cathédrale pour expliquer l'importance de la religion. Ça va être fun ça. Les gamins vont adorer, ce sera un peu l'équivalent du château avec les poupées chez Disney. Puis alors, juste à côté de ça, pour parfaire ce bel endroit de l'amusement et du loisir, où l'on apprend l'histoire, attention, il y aura aussi, je cite toujours, un coin plus lumineux et moderne avec d'un côté le roi Soleil et la cour du palais de Versailles, puis d'un autre côté la Bastille tenant un espace plus sombre avec une guillotine. Alors, c'est pas précisé si les têtes fraîchement coupées rouleront sur les pavés comme à la grande époque, mais personnellement, je mettrais une mauvaise note sur TripAdvisor si c'était pas le cas. Et puis, pour finir votre petit voyage nostalgique, après avoir quitté Louis XIV et toute sa lignée consanguine, on passe à une immersion réalité virtuelle aux côtés de Napoléon. Alors moi, dans ma tête, ça ressemble un peu à une partie de Call of Duty, vu que le mec a passé son temps à faire la guerre et à tuer des gens, mais c'est que mon interprétation personnelle, c'est pas précisé. Et enfin, les visiteurs du parc de Sterrin pourront conclure avec un petit saut en pleine Seconde Guerre mondiale dans un simulateur de bateau en plein cœur du débarquement. Voilà, donc ça c'est ce qui est promis. Moi, j'aurais personnellement plutôt choisi un simulateur de régime de Vichy, mais ça doit être ça, la bataille culturelle. Bon, pour l'instant, tout ça, c'est bien joli, mais c'est encore un rêve dans un carton. Il paraîtrait que Sterrin a plus trop de cash en ce moment, donc comme quoi les milliardaires ont aussi des fins de mois difficiles parfois, mais rassurez-vous, l'ouverture est quand même envisagée à 2030, autant vous dire que d'ici là, il aura tout le temps de peaufiner les costumes et les haches. Mais alors Sterrin n'est pas le seul à rêver de son parc, il y en a un autre, plus surprenant cette fois, puisque c'est François Ruffin, le député de la Somme, qui voudrait un Puy du Fou de gauche. Cette brillante idée lui est venue la semaine dernière lors des biennales internationales du spectacle de Nantes. Pour lui, ça permettrait de porter un récit national avec nos pages sombres et nos pages de lumière. Voilà, c'est ce qu'il a dit, mais je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on n'a pas de récit, on n'a pas de volonté politique qui vient dire voilà la direction dans laquelle on veut aller. Et à mon sens, c'est comme un peu un vélo, vous savez, quand on cesse de pédaler, le vélo, il se casse la gueule. Et pour moi, la culture aujourd'hui, et je mets la responsabilité non pas du côté des acteurs culturels, mais du côté des acteurs politiques. Il n'y a pas de discours politique sur la culture. Ce qui fait que chaque secteur travaille bien, chaque acteur travaille bien localement, mais ça ne porte pas, ça ne contribue pas à une fierté ou à un récit national. Et à mon sens, si on veut rattacher les gens... Alors, des fois, je dis, il nous faut un Puy du Fou de gauche. Non, mais voilà. Et quelque part, je sais que vous accueillez Thomas Joly. Je considère que ce qu'il a fait au moment des Jeux Olympiques, ce qu'a été les Jeux Olympiques, a constitué en partie, pour moi, sur une journée un Puy du Fou de gauche. Évidemment, le fait que l'organisation était correcte, le fait que derrière, on ait eu des médailles, tout ça a participé d'une fierté, mais c'est un moment de fierté, un moment de construction, de reconstruction de la communauté nationale qui n'a été que la parenthèse d'un été. Alors évidemment, cette grande idée a fait réagir assez rapidement le président du Puy, Nicolas de Villiers, qui se défend évidemment d'avoir une quelconque couleur politique. Et tout ça sur CNews. Ses amis qui viennent au Puy du Fou, aiment le Puy du Fou. Le Puy du Fou n'est pas un Puy du Fou de droite ou de gauche. Donc quand il dit faire un Puy du Fou de gauche, moi je pose une question, c'est pourquoi le Puy du Fou serait-il, partisan d'une certaine idéologie ? Le gentil saltimbanque de Vendée, sans idéologie politique, n'est pas le seul à avoir réagi immédiatement. La sortie de Ruffin a fait pas mal réagir au-delà et a polarisé notamment la communauté des
les historiens. Certains dénoncent une instrumentalisation simpliste de l'histoire, soulignant que tout récit imposé par le haut pose problème dans une société démocratique. Pour eux, tenter de créer un récit de gauche serait aussi dangereux et arbitraire que ce que fait l'extrême droite. Ils insistent sur la nécessité de reconnecter le public aux faits et à une analyse sérieuse plutôt que de créer un spectacle idéologique. Quelques autres y voient néanmoins une bonne idée, jugeant qu'elle pourrait permettre de raconter l'histoire des dominés, de valoriser des résistances et de se réapproprier certaines figures, notamment celle de Jeanne d'Arc, tout en utilisant la mise en scène et le spectacle vivant pour séduire et éduquer le public. Bon, soit, mais visiblement, en 2026, tout le monde se donne le droit de triturer l'histoire comme un vulgaire bout de pâte à modeler afin de la faire rentrer dans le moule de ses propres attentes idéologiques. Alors, personnellement, moi, j'ai pas très envie d'aller dans le parc de Ruffin, ni au Puy du Fou et encore moins chez Sterrin, mais ça n'engage que moi. En revanche, il y a une chose que je sais et qui est très claire, si vous voulez apprendre l'histoire, oubliez les parcs et direction les musées. Au moins, là-bas, les faits ne sont pas vendus avec le ticket d'entrée. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer quelques sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et puis, vous le savez, sans vous, pas de récap, pas de médias. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en Indé dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous, notre antenne, notre histoire. C'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous si vous le pouvez à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Grand merci. Grâce à vous, le combat pourra continuer. Et on poursuit ce récap avec un point sur le scandale des laits infantiles contaminés aux céréulides. Ce matin, 8 familles aux côtés de l'ONG Foodwatch ont annoncé le dépôt de plaintes contre X. Les plaignants dénoncent une mise en danger de la vie d'autrui, des atteintes à l'intégrité physique des nourrissons, mais aussi des faits de tromperie aggravés et de manquement aux obligations de sécurité. Depuis décembre 2025, plusieurs industriels, dont les géants Nestlé, Danone ou encore Lactalis, ont procédé à des rappels de lait infantile dans plus d'une soixantaine de pays, dont la France. Foodwatch, l'association européenne de défense des consommateurs, accuse d'avoir tardé à rappeler des lots pourtant identifiés comme suspects, laissant des produits potentiellement toxiques sur le marché pendant plusieurs semaines. Toutes les entreprises, les fiches de rappel conso, les supermarchés ont invité les parents à jeter, voire se débarrasser des boîtes. C'est important parce que beaucoup de parents l'ont fait. Et en fait, la toxine, la bactérie peut être retrouvée dans la boîte de lait. Mais évidemment, quand on a jeté la boîte, on ne peut plus la retrouver. Et ce qui est important aussi, c'est que nous, on voit que les cas des malades, des bébés malades, remontent à plusieurs mois. C'est-à-dire que les bébés ont été malades bien avant les rappels massifs. Et vous verrez les détails dans le communiqué de presse, mais on le sait, les laits rappelés étaient sur le marché depuis des mois. Depuis des mois, en ce qui concerne le groupe Danone, en ce qui concerne le groupe Lactalis, et en ce qui... Danone et Baby Bio, depuis des mois, mais de longs mois, c'est-à-dire déjà milieu de l'année dernière. Et en ce qui concerne Lactalis, les laits étaient commercialisés depuis janvier 2025, ce qui veut dire énormément de potentiels cas à côté desquels on est passé à côté, puisqu'on n'était pas au courant de la présence potentielle de cette bactérie. La directrice générale de Foodwatch, Karine Jacquemart, explique que cette plainte a pour but d'envoyer un signal très fort à ces fabricants et que la justice fasse toute la lumière sur les responsabilités. L'ONG réclame donc plus de transparence, des sanctions exemplaires et une remise à plat des règles encadrant la sécurité alimentaire. Et l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la fin du devoir conjugal. Le texte permet la modification du Code civil pour y introduire clairement la liberté de refuser
toute relation sexuelle avec son époux, son épouse, sans risquer de se voir accusé de faute grave dans le cadre du mariage et surtout du divorce. En laissant subsister dans notre droit un tel devoir, nous avons collectivement cautionné un système de domination, un système de prédation du mari envers son épouse, a déclaré la députée écologiste Marie-Charlotte Garin. Cette dernière porte aux côtés de Paul Christophe du parti Horizon la proposition de loi en question. Le texte doit désormais être examiné au Sénat dans les semaines à venir pour une promulgation espérée d'ici l'été 2026. Et on termine le tour de l'actualité nationale avec un petit point sur le budget. Oui, je sais, vous en avez marre, ça fait longtemps que ça dure. Mais ce jeudi, le Sénat a rejeté le projet de loi de finances 2026 sans l'examiner à nouveau. Le texte est donc renvoyé pour une ultime fois à l'Assemblée nationale où il doit être adopté par l'utilisation de l'article 49.3 qui doit être donc déclenché par le Premier ministre ce vendredi. Sur Sud Radio ce matin, la porte-parole du gouvernement a assuré que le projet de loi de finances sera adopté d'ici une dizaine de jours. Maude Bréjon a également qualifié le RN et la France Insoumise d'irresponsables en ciblant les motions de censure déposées par ces deux partis. Lundi et mardi auront lieu l'examen de ces dernières motions. Si elles sont rejetées, le Parlement actera définitivement l'adoption du texte. Et pour conclure ce récap, on fait un point sur l'actualité internationale. Hier, Donald Trump a menacé de lancer une attaque bien pire que les bombardements menés en juin dernier si Téhéran refuse de conclure un accord sur son programme nucléaire. Sur sa plateforme Truth Social, le président américain écrit qu'il possède une flotte prête, disposée et capable de remplir sa mission avec rapidité et violence si nécessaire. Le temps est compté, avertit Trump. En réponse, le chef de la diplomatie iranienne affirme sur son compte X que ses courageuses forces armées sont prêtes, le doigt sur la gâchette, à répondre immédiatement et avec force à toute répression. Dans la région, les pays voisins tentent de contenir l'escalade. La Turquie prône la négociation, tout comme l'Égypte qui demande de créer les conditions nécessaires à la reprise du dialogue avec les États-Unis et l'Iran. Le Qatar, lui, appelle à la désescalade et aux solutions pacifiques pour sécuriser et stabiliser la région. L'Arabie saoudite, quant à elle, refuse que son sol serve de base arrière aux frappes américaines. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût, alors si vous avez la possibilité de nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi, ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos deux chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.